La science CQFD, Natacha Triou. Le très attendu Dune 2 est enfin en salle. Avec 4 films de SF et 2 autres en préparation, il est l'un des plus talentueux réalisateurs de ce genre. Quelle est la singularité de la science-fiction de Denis Villeneuve ? C'est avec le film Incendie en 2010 que le cinéaste québécois rencontre une reconnaissance internationale. Mais il faut attendre 2016 avec Premier Contact pour voir éclore un cinéaste de SF. Après ce virage, Denis Villeneuve enchaîne et adapte des monuments du genre, Blade Runner 2049, puis le triptyque Dune. Pour lui, la science-fiction à l'écran est une expérience visuelle et sonore. Sa filmographie se tient toujours sur une ligne de crête, celle entre succès critique, blockbuster et vision d'auteur. À la Dune, à la 2, à la 3, la SF de Denis Villeneuve. Simon Rio, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste cinéma et scénariste, auteur de Alien la xénographie, paru en 2022 aux éditions Actu SF. Jérémy Auro, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique cinéma pour la revue La 7ème Obsession et pour Les Inrocks. Et nous sommes en ligne également avec Natacha Vazder. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes chercheuse associée de l'Université Bordeaux-Montaigne et présidente du festival Hypermonde. Bienvenue à vous trois dans nos studios en direct sur France Culture et bienvenue à vous qui nous écoutez. Vous pouvez aussi nous suivre sur les ondes à toute heure en podcast, mais aussi sur X, anciennement Twitter, sur notre fil @CQFD. On vous poste chaque jour de nombreux liens pour enrichir votre écoute. Ça commence tout de suite. Alors comment la science-fiction de Villeneuve se distingue-t-elle des autres, surtout à Hollywood ? De quoi son cinéma est-il nourri ? Quelle adaptation fait-il des grands classiques du genre ? Et quels sont ses projets futurs ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Pour commencer, comment en est-il venu à la SF ? Voici un premier élément de réponse avec l'un de ses premiers, disons, courts-métrages, son autoportrait, Le Camérosaure, en 1990. C'est notre archive du jour. 17 249 325 heures après les premiers pas de cette ère, soit 17 532 jours avant ceux de l'homme sur la Lune, le monde est encore en noir et blanc. Et un œuf est sur le point d'éclater, sous la pression de la vie. Un œuf de Camérosaure. Camérosaure, Camesaurus rex, bipède cyclope de la famille des Vidaceae, solitaire et nomade. Un homme caméra. Une période de son existence demeure cependant inconnue des yeux de la science. Un trou de 6 mois, entre 1990 et 1991. Le camérosaure aurait alors accompli une quête, la quête du dantesque. Le docteur D.S. Van Leneuf, encéphalologue, explique. Ce trou dans la vie du camérosaure nous fascine. Aurait-il réussi au terme de sa quête à trouver une entité dantesque à l'état pur? Voici une cellule du cerveau du camérosaure. Elle renferme toute la mémoire de l'homme en question. Grâce au cervoscope, un appareil qui devrait nous permettre l'exploration de cette cellule, nous allons tenter de pénétrer la zone inconnue. Jack Monoloy, pilote émérite, est le cervonaute volontaire pour cette exploration mémorielle. Voilà, Denis Villeneuve, âgé de 23 ans, qui se filme en Camésaurus rex bipède cyclope en homme caméra dans l'émission de télévision canadienne La Course Europe-Asie. C'était le 24 septembre 1990. Natacha Vazder, je vous voyais vraiment sourire pendant l'écoute de cette archive. Oui, parce que en fait, Denis Villeneuve, si vous voulez, c'est un Québécois pur jus qui vivait au bord du Saint-Laurent, dans un tout petit village de 3500 habitants. Adolescent, il adore la science-fiction, les films. Il faisait des kilomètres en vélo, par exemple, pour aller voir évidemment Star Wars. Ses films fétiches, c'est un enfant de Spielberg avec Rencontre du troisième type, de Kubrick, 2001, de Ridley Scott, évidemment, avec Blade Runner. Et donc, ça va nourrir complètement son imaginaire et en réalité, bien dans sa jeunesse, c'est vraiment un travailleur acharné. Et après, en fait, des études de cinéma et de communication à l'UQAM, eh bien, il va en fait participer donc à ce fameux jeu télévisé, la course Europe-Asie. C'est un voyage qui va durer 7 mois. C'est pour ça que je souriais en entendant évidemment cette archive. Il visite 23 pays. Il va réaliser donc pendant des semaines des petits reportages de 5 minutes avec les moyens du bord. Pour lui, c'est une liberté totale et il dira: la planète est un formidable plateau de tournage seul avec ma caméra. Il est grand gagnant de cette émission et en fait il va décrocher une mission auprès du documentariste
Pierre Perrault, une des rencontres, il dira, les plus importantes de sa vie. Et ça, c'est vraiment important parce que Villeneuve, eh bien, il a une fibre de documentariste en lui, de réalisme vraiment, qu'on va retrouver ensuite dans quasiment, je dirais, tous ses films. Donc, il a cette fibre un petit peu à la William Friedkin et Hmm. une minutie extrême des cadres à la Fincher. Mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Tout à fait. Simon Rio, on entendait, là dans cette archive, de 90, qu'il emprunte déjà la science-fiction, cet imaginaire, l'imaginaire des dinosaures, mais au départ, la filmographie de Villeneuve, c'est quand même pas ça. Pas tout à fait. Encore que, déjà dans ce premier petit passage, dans cet extrait qu'on a entendu, se pose la question de son regard d'auteur. Ça, c'est presque un regard, alors parodique, certes humoristique, mais c'est quand même le regard d'un scientifique, d'une institution, d'une structure qui va observer une forme de vie. Et ce regard d'entomologiste presque, même s'il va pas être prédominant dès le début de sa filmographie, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve et qui se cristallise très très vite dans son cinéma. Au moins des Polytechniques, j'ai envie de dire, absolument tout est là. Polytechnique, c'est un film qui revient sur le massacre de l'école Polytechnique en 1989, qui va être, ou qui est considéré, je crois qu'on peut dire, comme peut-être le premier féminicide de masse et qui va permettre de solidifier un peu la définition de ce qu'on appelle aujourd'hui les incels. Et ben, tout simplement, donc c'est un film qui revient sur cet épisode, sur ce massacre. Et ben, il est bien question de structure physique. On est dans l'école Polytechnique et la caméra va s'attarder beaucoup sur l'organisation géographique, technique de cet espace-là. On est aussi, ben, il y a des questions de structure, il y a le regard des personnages les uns sur les autres, les hommes sur les femmes, les tueurs sur leurs victimes, les femmes sur leurs assassins, sur leurs poursuivants. Et déjà, quand bien même il y a aussi beaucoup de chair dans ce récit, je ne suis pas en train de dire que c'est un film glacial, loin s'en faut, il y a déjà, je trouve, cette qualité presque peut-être plus scientifique que réaliste, d'ailleurs, dans la première partie de sa carrière, à mon sens, qui est déjà très présente. Et puis, on va y revenir, mais c'est quelque chose qui va, dès le début, à mon avis, irriguer son cinéma. Et par rapport à ses premiers films, en 1998, il réalise son premier long métrage, un 32 août sur Terre, puis Maelstrom en 2000, Polytechnique 2009, Incendie 2010. Jérémy Auro, pour prolonger ce que vient de dire Simon, un peu que va-t-on retrouver de ces films, là, de ses débuts, dans ses futures réalisations de science-fiction? Moi, je pense que il faut revenir à le cinéma de Villeneuve, c'est un cinéma d'image. C'est essayer de capturer l'image forte. C'est le cinéma à la fois comme moyen et comme fin. Pour moi, il y a certains cinéastes qui utilisent le cinéma comme moyen pour avancer un propos, avancer une chose qui immédiatement n'est pas forcément du cinéma. Villeneuve, je crois que le cinéma est à la fois un moyen et une fin. Je pense que ce qu'il a en tête, c'est l'image. Et on retrouvera, donc après Polytechnique, il y a assez vite Incendie, on retrouve la thématique du désert et qui après irriguera son passage vers l'ASF et vers Dune, où il faut quand même rappeler que c'est son grand rêve. Donc voilà, c'est un imagier, c'est quelqu'un qui fait des images. Il a rappelé tout récemment qu'il n'aimait pas les dialogues, et je pense c'est un peu le grand, on dirait que c'est maintenant une obligation pour les cinéastes de faire au moment de la sortie de leur gros film une annonce sur leur obsession, et il dit: je déteste les dialogues, moi c'est le cinéma, c'est l'image, c'est le son. Et donc voilà, je pense que dès ses débuts, il y a la volonté d'image forte. Ça irriguera tout le reste de sa carrière jusqu'à la SF, qui est une post-image, quoi. Ce rapport à l'image, ça revient à ce que vous disiez, Natacha Vazder, à cette expérience fondatrice de l'expérience documentaire. D'ailleurs, à propos de documentaire, il parle de ça en disant: «Au final, quand je regarde, c'est là que j'ai le plus appris sur le cinéma, c'est ce qui m'a été le plus formateur. Mon rapport à la caméra a été complètement formé par le documentaire. Comment embrasser la réalité spontanément, comment faire surgir du chaos une poésie cinématographique.» Il y a un autre point aussi fondateur dans le parcours de Denis Villeneuve, Natacha Vazder, c'est tout de même aussi son enfance. Il est l'aîné d'une famille. Sa mère et sa grand-mère ont sur lui une très forte influence féministe. Il y a un petit peu de délai, ou je ne sais pas si Oui, vous alors, m'entendez il y plus a du tout. juste
Oui, oui, si, je vous entends très bien. En fait, je voulais, à propos de ça, sur, notamment cette espèce, d'image choc, je voulais juste raconter une mini anecdote, par rapport à son enfance. Son père l'amenait, en fait, très souvent, chasser sur le Saint-Laurent et Villeneuve raconte que, eh bien, il était, le matin, au lever du jour, en général, il voyait la brume se lever sur le Saint-Laurent. C'était un paysage très serein, très calme et d'un coup, il y avait le bruit, la clameur en fait donc des coups de feu pour chasser donc ces oiseaux, ces canards sauvages. Et ça, Villeneuve a dit, ça l'a très profondément marqué et à un point que, il va dire, je ferai un film là-dessus. Et moi, je trouve que cette anecdote-là, ce souvenir d'enfance, il irrigue quand même très souvent, jusque dans Dune par exemple, où vous avez ces scènes de désert absolument incroyables, où il y a quand même un certain silence et d'un seul coup, vous avez les machines, évidemment, qui récoltent l'épice, qui violent en quelque sorte l'image dont d'ailleurs notre collègue parlait juste auparavant. Et puis, deuxième point, eh bien, les femmes dans sa famille sont des femmes d'abord féministes, extrêmement fortes. Denis Villeneuve, évidemment, rendra hommage très souvent à sa mère, qui était une femme féministe et créative. Hein, la part, il doit elle et lui d'ailleurs disent que Villeneuve doit sa part créative évidemment à sa mère, mais aussi à ses deux grands-mères, parce que ces deux grands-mères, eh bien, c'était des femmes puissantes pour Villeneuve. En fait, des femmes des figures de pouvoir flamboyantes, tandis que ses grands-pères, en fait, étaient silencieux et étaient comme des ombres. Et je pense que ces figures féminines, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, eh bien, elles irriguent totalement le cinéma de Villeneuve qui nous offre, notamment dans les films de science-fiction, hein, on peut penser à Louise Banks par exemple dans Premier Contact, à Shani, à Jessica, bien sûr dans Dune, elles irriguent totalement effectivement le cinéma de Villeneuve. C'est un allié indéfectible des femmes et c'est pas du tout un hasard si en 2009, Polytechnique évidemment évoque ce premier féminicide de masse et là Simon avait tout à fait raison de souligner ceci. Par la suite, donc c'est bien, c'est Incendie hein, qui lance véritablement Villeneuve dans une carrière à l'international. Ses débuts à Hollywood, c'est Prisoners et Ennemi, 2 films sortis en 2013 et 2 films avec Jacques Gyllenhaal. Puis ensuite, il y a Cesario en 2015, Simon Rio. Ça, c'est un passage pour lui pour montrer sa polyvalence. Ah, bah alors, moi, je me méfie toujours de sonder les reins et les cœurs des metteurs en scène. Mais disons que je pense que ce qui est intéressant, c'est il va étudier des structures. On évoquait le regard, enfin, le féminin. Il se pose aussi très souvent la question du regard féminin sur le personnage masculin ou les personnages masculins. Ou qu'est-ce qui se passe quand un équilibre des forces ou des présences est rompu. On peut dire que dans des films comme Prisoners ou Enemy, qui sont a priori des films plutôt masculins ou dont les protagonistes principaux sont éminemment masculins, bah, ça tourne pas très bien, quoi. C'est un monde sans femmes, a priori, ça tourne mal chez Villeneuve. Et effectivement, il va commencer à regarder quelles sont les forces en présence, et puis littéralement les structures. Et ça va devenir un schème, un motif récurrent de son cinéma, effectivement, qui va culminer, je dirais, avant la science-fiction jusqu'à Sicario, où là, on a des combats de systèmes, d'institutions et de concepts à tous les niveaux. On a les officiels des institutions américaines qui sont sur le territoire mexicain, qui vont se confronter plutôt, tant aux narcotrafiquants qu'aux fédérales mexicains. Des hommes qui vont se confronter à une femme, des gens qui sont officiellement dans la guerre contre la drogue, d'autres qui y sont officieusement. Et puis, ça va lui permettre donc d'essayer de rendre visible en langage de cinéma, en grammaire filmique, qu'est-ce que c'est qu'une structure, comment elle broie ou comment elle émancipe ou feint d'émanciper des personnages. Et ça va devenir, je pense, sinon une obsession, en tout cas un moteur de sa carrière, à savoir essayer de les donner à voir. Et ça culmine totalement avec Dune. Alors après, c'est peut-être la question qu'on se posera si on a le temps ou pas, c'est que reste-t-il des personnages si on ne regarde plus que la superstructure. Moi, en préparant l'émission, je suis retombé sur un plan de Prisoners que je trouve passionnant parce que pour moi, il arrive à un moment de point d'équilibre dans la carrière de Villeneuve. C'est ce moment où Hugh Jackman interroge très brutalement et en le menaçant Paul Dano dans une salle de bain, si ma mémoire est bonne. La caméra opère un lent travelling arrière et donc on se retrouve avec ces personnages qui sont dans un cadre, entourés de noir absolu, et on a au centre de l'image quasiment la main de Hugh Jackman tenant ce marteau qui lentement s'abaisse. C'est une image qui est extrêmement graphique. Je dirais c'est une pure image de cinéma. Elle fait cinéma. Néanmoins, elle sort d'abord, elle provient d'une tension humaine, organique,
palpable. Et à ce moment-là, on a un parfait équilibre chez Villeneuve entre les personnages, entre la dramaturgie et le concept. C'est le succès critique et commercial de Prisoners et de Cesario vont lui permettre de faire le saut vers les super productions hollywoodiennes. Denis Villeneuve va réaliser son premier blockbuster de SF, Premier Contact en 2016. Quelles sont donc les bases de la SF qu'il défend? Comment sa vision du genre va-t-elle évoluer par la suite? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. Une bande-son qui fait trembler les fauteuils de cinéma. Nous parlons de Dune, ou plus exactement de la science-fiction, selon Denis Villeneuve, avec nos 3 invités du jour, Natacha Vazder, Jérémy Aureau et Simon Rio. On vient de parler de ses débuts, du cinéma d'art et essai, des films d'auteur, à ses débuts à Hollywood, où il fait ses preuves et montre qu'il est capable de réaliser des films à gros budget. Il réalise ensuite donc Premier Contact, Arrival, l'histoire de 12 ovnis qui surgissent un peu partout sur Terre, flottent, stagnent sans ne rien faire, un mystère. 8 heures après l'atterrissage, il n'y a toujours aucun signe de premier contact. Les objets font plus de 450 mètres de haut. Maman, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde. Dr Banks, je suis le colonel Weber. Tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi. Ce sont les... Tout le monde n'est pas capable d'intégrer ce genre d'expérience. Et la dernière fois que vous avez fait quelque chose de stressant? Y compris maintenant? Il nous faut des réponses dès que possible. Ce qu'ils veulent, d'où ils viennent. Prêt? Ouais, ça va bien se passer. On fait quoi maintenant? Ils vont arriver. Oh mon Dieu. Combien? Avec nous, ça fait 12. Il n'y a malheureusement pas de président du monde. Il est impossible de traiter avec un seul pays. Comment peut-on s'assurer de leurs intentions? Il faut qu'on y retourne. Je crois pas avoir besoin de vous dire que vous vous mettez en danger. On a enfin fait connaissance. Faut que tout le monde travaille là-dessus. Tout ce qui est en train de se passer là-dedans ne dépend que de nous deux. Je sais ce que c'est. Ça veut dire quoi? Offrir arme. Nom de Dieu, à quoi elle joue? Vous me faites confiance? Voilà son premier blockbuster, ses premiers contacts, Natacha Vazder, mais c'est à contre-pied tout de suite du grand spectacle de science-fiction. Alors oui, pour plusieurs raisons. Donc la première, je pense, c'est que d'abord, il y a une femme scientifique, et ça devrait vous plaire, Natacha, évidemment, qui est Louise Banks. Et pour la première fois, c'est une femme scientifique, mais une femme qui est issue des sciences humaines, puisque Louise Banks est une linguiste, donc une spécialiste, en fait, linguiste comparée, donc de la compréhension des langues via la comparaison, évidemment, entre les langues. Et donc ça, c'est un premier élément qui est très important, parce que la figure donc de cette scientifique, c'est une figure de femme forte, traumatisée par la mort donc de sa fille. Et cette figure de femme très forte, elle est forte d'un point de vue intellectuel, puisqu'elle est la seule en fait à découvrir en fait le concept linguistique, qui est un concept permettant en fait de naviguer dans le temps. Grâce donc à ce langage particulier extraterrestre. Et ensuite, parce que c'est également la première, on l'a très bien entendu d'ailleurs dans le petit extrait, c'est la première à enlever son casque face aux extraterrestres, ces extraterrestres si singuliers qui ne ressemblent en fait à aucun autre extraterrestre donc du cinéma, qui sont pas vraiment androïdes, qui sont pas vraiment insectoïdes, qui ne rentrent dans, je dirais, quasiment aucune classification d'extraterrestres donc au cinéma. Donc ça, c'est la seconde singularité évidemment de ce film par rapport donc à la science-fiction. Et puis donc Louise, courageuse par rapport justement à ce danger représenté par ces énormes vaisseaux. Donc on est, si vous voulez, dans à la fois ce personnage-là féminin qui va sauver le monde, et ça quand même, ça n'arrive pas si souvent, et c'est un point que je souhaitais totalement souligner. Et ensuite, deuxième point, on a une science-fiction dans ce film-là. Donc je rappelle que Premier Contact est une adaptation d'une nouvelle donc de Ted Chiang, et c'est une science-fiction qui est, on dit aujourd'hui que c'est une science-fiction un peu cérébrale,
cérébrale, intellectuelle, parce qu'il y a souvent à la base des films de Villeneuve, eh bien alors exception faite peut-être de Blade Runner 2049, sur lequel je pense qu'on va revenir, mais dans Premier Contact, on a une science-fiction conceptuelle, une science-fiction cérébrale, qui vraiment va obliger en fait le spectateur à réfléchir et à comprendre en fait ce concept ici, qui est un concept en fait linguistique et aussi un concept de voyage dans le temps. Oui, Vous c'est voyez, ça, donc c'est pour que moi, c'est très exigeant en fait. oui, mais c'est ça, c'est que Jérémy Moreau, hein, on parle d'une science-fiction qui s'intéresse plus aux esprits qu'au corps. Bah oui, ce qui est très intéressant avec Premier Contact, c'est que ce n'est pas un blockbuster. C'est un film qui a été assez difficile. Enfin, je pense qu'il a été assez dur à vendre parce que à la fois c'est un très gros budget, c'est 50 millions, mais pour du blockbuster c'est extrêmement peu à Hollywood en 2016. Et donc voilà, c'est un film qui immédiatement se place en contradiction avec les grands films d'invasion extraterrestre. On n'est pas du tout évidemment dans Independence Day ou dans Transformers. C'est le film de SF qu'on peut conseiller à ceux qui n'aiment pas la SF en fait. Et pourquoi ? Parce que c'est un cinéma effectivement qui s'intéresse à l'esprit, c'est une science-fiction qui effectivement s'intéresse au langage, et c'est étonnant parce que Villeneuve après dira qu'il n'aime pas forcément les dialogues, alors que son virage SF se place directement, immédiatement du côté du dialogue et de qu'est-ce que c'est que se comprendre, qu'est-ce que c'est qu'un point de vue, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que la parole comme acte de science-fiction. Et donc c'était quoi la question exactement? Non, mais en effet, vous avez très bien Ouais, répondu voilà, sur le oui, fait que il s'intéresse aux c'est... esprits, c'est ça. Oui, Ouais, puis il y avait aussi cette évocation que vous avez faite à l'instant, Natacha Vazder, sur la représentation des aliens, hein. En effet, on a quelque chose, les aliens sont évoqués, presque cachés derrière un écran, de la fumée. Simon Rio, c'est une représentation aussi intéressante des extraterrestres. Oui, et puis disons que là, c'est le moment où, me semble-t-il, même si bien sûr c'était déjà un soubassement de son cinéma, c'était déjà présent dans son œuvre, c'est vraiment à partir de Premier Contact, d'Arrival, que Denis Villeneuve va travailler cet élément essentiel de son cinéma qui est la volonté d'être en permanence en contre-pied et de contrevenir à ce qui pourrait être les attentes du spectateur hollywoodien ou du spectateur. Et effectivement, l'apparence des aliens en est un bon exemple, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas une apparence ni référentielle, on ne fait pas de manière outrageuse référence à telle grande œuvre ou à telle représentation de l'extraterrestre, mais on est aussi très très éloigné de toute vision, on va dire, du gloumout baveux en latex, quoi. On est face à quelque chose de plus vaporeux, qui laisse plus de place à l'imagination sans doute, et finalement on passe beaucoup plus de temps à représenter, et Villeneuve a travaillé le langage des extraterrestres, qui est un langage qui est visuel tout autant que sonore, bien plus que eux-mêmes qui restent des espèces de formes un peu tubulaires, mais qui sont bien loin de la représentation classique de l'alien. Par rapport au design justement des aliens, il dit, hein, l'idée directrice était de ressentir le même impact que face à un éléphant adulte dans la brume qui surgit soudain devant nous. Natacha Vazder, la référence quand même de ce film, c'est la rencontre du troisième type de Spielberg. Oui, alors oui et non. Alors bien sûr, la scène finale de Rencontre du troisième type, où on voit apparaître cette foultitude en fait d'extraterrestres qui restent quand même humanoïdes, hein, avec des formes diverses, mais qui restent quand même humanoïdes. Et c'est surtout le contact avec l'altérité, avec l'étranger, parce que les films de science-fiction et la science-fiction en général, y compris la littérature, quand elle met en scène en fait la rencontre avec les extraterrestres, c'est en fait comment, et au cinéma c'est encore plus difficile, c'est-à-dire comment j'arrive finalement à représenter ce qu'on ne peut pas représenter parce que ce qui est inconnaissable. Et donc la représentation des extraterrestres, elle va à l'épuiser, et chez Spielberg, elle reste quand même relativement classique, puisque ce sont ce qu'on appelle dans l'histoire des représentations des petits gris. On n'a pas des petits hommes verts, hein, évidemment, qui est la forme, les martiens, qui est la forme classique des extraterrestres. Mais Spielberg va essayer là aussi de jouer bien évidemment sur le langage,
via ces notes de musique absolument cultissimes. Et puis, on essaie de rentrer en contact en fait avec ces extraterrestres. On essaie d'avoir un échange, ce qui est très compliqué en fait à représenter pour le cinéma et à sortir en fait des schémas. Et je crois que la grande force de Premier Contact, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que Villeneuve a réussi, alors d'abord dans la représentation aussi des vaisseaux, parce que ça on n'en a pas beaucoup parlé, mais cette représentation absolument monumentale de vaisseaux qui ont une forme très minérable, hein, de cailloux polis. On va la retrouver d'ailleurs aussi dans Dune, hein. Ça je pense que ça fait partie de son imaginaire. Et puis cette espèce de recherche permanente de représenter finalement via un langage totalement complexe à appréhender, eh bien cette altérité totale que représente donc l'extraterrestre. Alors Spielberg jouait sur les codes aussi de la terreur, puisque vous savez il y a cette scène où le petit garçon donc est enlevé, hein, qui va servir de matrice après à toutes les scènes d'abduction, hein, d'enlèvement évidemment des extraterrestres. Mais je pense que Villeneuve va plus loin en fait que l'imagerie de la science-fiction, et ce contact entre cette femme et puis qui est totalement différente évidemment de ces extraterrestres, c'est le cœur même pour moi de ce film, donc de Denis Villeneuve. On va avancer un petit peu sur sa filmographie, hein, parce que 2017, il réalise Blade Runner 2049, la suite du film de Ridley Scott sorti en 82, très librement adapté du roman de Philippe K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, paru en 66. Simon Rio, quelle est son interprétation de ce classique, ce monument, cette bible de la SF? Bah là, on arrive un petit peu à un moment de stase, ou en tout cas à une étape de sa carrière dont je crois il n'est pas encore sorti aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, Villeneuve a déclaré il y a quelques heures à peine qu'il n'aimait pas les dialogues, mais il est allé plus loin. Il a dit pour moi, la télévision a corrompu le cinéma. En parlant bien sûr des séries télévisées. Mais quand on dit ça, on ne vise pas exactement le dialogue, parce que certes, la série télé, c'est le haut lieu du dialogue. Mais pourquoi c'est le haut lieu du dialogue? Parce que c'est le haut lieu des personnages, plus que de l'action. Parce qu'on ne fait pas son récit en 1h30, on le fait en 10-12 heures, multiplié par le nombre de saisons. Et donc, on s'intéresse plus aux personnages et leurs lentes évolutions qu'à des actions ponctuelles. Et bien là, je crois qu'on commence à arriver au moment où, effectivement, la chair des personnages le désintéresse au profit de la structure, et de la structure en science-fiction, parce qu'effectivement, depuis Arrival, il commence à filmer quelque chose qui n'existe à peu près que dans la SF, à savoir des vaisseaux, des architectures impossibles, des lieux qui ne sont pas les nôtres, et il va essayer d'imaginer, comme pourrait dire l'autre, un cinéma et un univers qui n'est ni de notre temps ni de notre lieu. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre, je suis désolé de le dire, mais à mon sens, il reprend de manière peut-être pas méchante, mais peut-être un peu bête, la structure du premier Blade Runner, avec quelqu'un qui doute de sa nature et de la nature du monde autour de lui, de manière quasi similaire. Et par contre, il va prendre le contre-pied total du Blade Runner de Ridley Scott, qui était un schéma urbain surpeuplé. Ici, c'est vide. Qui était un monde grouillant. Là, il s'est complètement, totalement déshumanisé. On a tout perdu. Et il va comme ça un petit peu retourner dans tous les sens, un petit peu tout ce qui faisait les identités remarquables visuellement du film de Scott. Jérémy Auro, il paraît que quand il a reçu le script du film, Denis Villeneuve était ému et terrorisé à l'idée de réaliser la suite de Blade Runner. Oui, moi je pense que pour comprendre qui est Villeneuve, il faut se dire que c'est un enfant rêveur. C'est-à-dire que quand il a lu Dune, il était adolescent. Quand il a vu Blade Runner, il était adolescent. Quand il a... c'est quelqu'un qui a lu des bouquins de SF, qui a vu des films de SF, qui vénère Kubrick, qui vénère comme Christopher Nolan d'ailleurs, et il partage ça aussi, une fascination pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Et donc, je pense qu'il a toujours le sentiment, et je pense que ça lui donne une force aussi, mais ça peut être aussi une limite, c'est qu'il est devant des mastodontes, c'est un enfant qui rêve devant ses maîtres, en fait, et donc il devait être absolument terrifié à l'idée de réaliser ça. Et on retrouve en fait des références à ces cinéastes de prédilection des premiers contacts, parce que les vaisseaux sont exactement les monolithes. C'est vraiment le visuel de Villeneuve, c'est vraiment le monolithe
kubrickien, qui va après décliner avec les bâtiments, etc. Mais je pense que en tant que fan, parce que je pense qu'il y a aussi l'idée du fan, vraiment l'idée du fan de Dune, l'idée du fan de Blade Runner, d'Alien, etc., qu'il se retrouve face à un monstre, face à un mythe, et il se dit qu'effectivement, qu'il devait être terrifié et qu'il doit du coup sublimer par l'image et son, qui doit se donner à 10 000% et qui doit sublimer ça parce que pour rendre hommage à l'amour que lui avait pour ces images-là quand il était jeune. Vous dites sublimer les images, en effet, Blade Runner 2049 peut être critiquable sur plusieurs aspects, mais en tout cas visuellement c'est somptueux. Le film a remporté 2 Oscars en meilleure photographie, meilleur effet visuel. Mais quand même, Natacha Vazda, il y a quelque chose qui détonne, c'est le monde du sable. L'univers de Blade Runner est totalement urbain, et là il y a cette prégnance du désert. Dans Dune, donc. Ou non, on est toujours, on n'est pas encore passé à Dune, on laisse... Bien sûr, dans Blade Runner, oui, pardon, parce que ça avait un tout petit peu coupé. Oui, alors il y a cette prégnance du désert parce que je pense que cette couleur orangée, on va revenir bien sûr sur l'esthétique donc de Villeneuve, mais je crois qu'il faut vraiment, il y a des réalisateurs qui n'ont pas vraiment d'esthétique. Or, vraiment, Denis Villeneuve, ça c'est un point qui pour moi est complètement essentiel. On a dit bien sûr que c'était un réalisateur de l'image, mais je crois que c'est vraiment un réalisateur qui construit une esthétique particulière. Alors, bon, évidemment, moi, Blade Runner, je vous avoue que j'étais un petit peu déçue parce que j'ai trouvé qu'il manquait beaucoup d'émotion en fait dans ce film. Il était extrêmement beau. Tout n'était pas compréhensible au premier abord par rapport à cette espèce de zone incroyable où il y avait cette poussière, donc cette pulvérulence orangée et puis ces statues gigantesques qui, je pense, sont le symbole complètement de l'artificialité voulue dans le monde évidemment de Blade Runner. Donc c'est une première piste, si vous voulez, de cette esthétique-là, et je pense que c'est pour ça que Dune, qui l'a fortement marqué évidemment, va reprendre cette esthétique et va la développer de manière donc totalement exponentielle. C'est un des éléments, et la couleur évidemment et la poussière qui sont un des éléments de cette esthétique cinéma, évidemment au point de vue du décor en fait de son action dans Blade Runner. Voilà. Et puis juste une chose à propos de Blade Runner, quand il a reçu effectivement le scénario par un producteur, c'était dans une enveloppe scellée pour l'anecdote. Il a été ému aux larmes, surtout il était complètement terrorisé parce que réaliser la suite de Blade Runner, c'était un rêve fou, c'était certes un rêve d'enfant, comme ça a été très bien dit donc auparavant, mais ça pouvait être un piège totalement fatal pour le réalisateur, c'est-à-dire qu'il pouvait se prendre les pieds dans le tapis complètement avec la réalisation de ce film. Donc ça a été quand même je pense que ça a été un sacré risque pour lui, à tout point de vue. Il était donc fan de Blade Runner, mais aussi Denis Villeneuve dit du roman Dune que c'est un roman qui l'a habité pendant presque 40 ans. Alors pourquoi Dune 1 et 2 sont qualifiés de SF conceptuel? Quelle est son adaptation du roman de science-fiction le plus vendu au monde? Restez avec nous. Quand j'adaptais, j'essayais d'être le plus fidèle possible à l'esprit du roman. J'avais une espèce de volonté d'aller rechercher ces images qui avaient émergé en lisant le roman. J'essayais je dirais de façon candide, de m'effacer le plus possible
cinéaste de faire émerger Frank Herbert le plus possible. En disant ça, évidemment, je sais que c'est pas possible. Je sais que le film transpire complètement ma sensibilité, qu'il y a un filtre indéniable, trop présent, qui est moi, entre le livre et le film. Et donc, c'est un film, c'est peut-être ces deux films, les deux, Dune 1, partie 1 et partie 2, sont des films extrêmement personnels, qui disent probablement plus de choses sur moi que sur Frank Herbert. La bande-son de Dune par Hans Zimmer et les mots de Denis Villeneuve dans les Midis de Culture sur notre antenne. Voilà, nous parlons de la vision de Denis Villeneuve sur la science-fiction tout au long de cette heure avec nos 3 invités du jour. Natacha Vazder, chercheuse associée de l'Université Bordeaux-Montaigne et présidente du Festival Hypermonde. Jérémy Auro, critique cinéma pour la 7e Obsession et les Inrocks. Et Simon Rio, journaliste cinéma, scénariste et auteur de Alien, la xénographie. On entendait à l'instant à Simon Rio, Villeneuve a cherché à être très respectueux du roman. Alors, je trouve ça intéressant et en même temps, vous voyez, dans votre extrait, à la fin, il termine en disant « Oui, peut-être que ça cause quand même pas mal de moi. » Parce que, effectivement, qu'on les apprécie ou qu'on les aborde, les 2 Dunes qui sont sorties à date, pour moi, marquent quand même une avancée de Villeneuve vers l'abstraction, vraiment vers l'abstraction. Encore une fois, qu'on apprécie ce mouvement-là ou pas, mais je suis frappé de voir le peu de place que prend, ou le peu d'intérêt que lui me semble accorder à la dimension humaine et politique de ce récit-là, parce que le roman de Frank Herbert, cette saga-là, donc, qui est publié initialement en 1965, si ma mémoire est bonne, c'est donc quand même le grand roman de science-fiction qui absorbe, embrasse et annonce un monde dans lequel vont se poser les questions des mouvements décoloniaux, de l'alignement ou du non-alignement des empires et de tout ce qui peut naître de puissant, de terrible ou de monstrueux dans ces grands moments où des générations se disent tiens, le monde d'hier s'écroule et celui de demain n'est pas encore advenu. Ce qui est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles le projet Dune a toujours autant d'écho, parce qu'il y a plein de raisons aujourd'hui d'avoir le sentiment que bien des choses sont sur le point de s'écrouler et que on n'est pas bien certain de ce qui va naître. Donc, et moi je trouve que finalement c'est relativement peu présent dans ces 2 films, à l'image de l'épice donc qui est ce pourquoi à la base tout le monde se bat dans Dune, ce que tout le monde cherche. L'épice et ça c'est l'idée géniale d'Herbert, est à la fois, on va dire, un produit mystique et spirituel pour les Fremen, mais qui est aussi une ressource industrielle cosmique pour l'Imperium. C'est ce même produit qui a ces 2 fonctions et donc pour lesquelles vont s'affronter les personnages. Et il est frappant de voir que, bien sûr, évidemment, c'est mentionné chez Villeneuve, évidemment. Néanmoins, ça nous est donné vite fait pour justifier un petit peu tout ça, mais c'est profondément pas ce qui l'intéresse. J'ai l'impression que Villeneuve, là, assume presque quasiment dans ces 2 films, et peut-être encore plus dans le deuxième, de filmer des formes, dans le sens le plus abstrait, le plus plastique qui soit, de filmer des formes, de se dire tiens, ce bâtiment, mais il va peut-être raconter plus à mon spectateur ce qu'est l'Imperium qu'autre chose. Tiens, la tenue des Bene Gesserit et les accessoires qu'elles vont employer diront peut-être plus que mes dialogues ou que ma dramaturgie, ce qu'elles sont et quel est leur projet. Et donc c'est quelque chose qui pousse assez loin. Dune, c'est un niveau de radicalisation, je pense, dans le projet de Villeneuve qui me semble indéniable. Jérémy Auro. Oui, moi je suis assez d'accord. Je pense que avec vraiment tout l'amour que j'ai pour Villeneuve, il fait partie, je pense, de ces cinéastes qui ne parlent pas extrêmement bien de leur propre travail. C'est-à-dire que ce qu'il dit par rapport à Dune, pour moi, il commence par dire quelque chose en disant qu'il voulait faire émerger le roman, etc. Mais c'est pas qu'il veut faire émerger Herbert, c'est qu'il veut faire émerger le rêve que lui inspirait Herbert. Et c'est pas exactement pareil. C'est à 100% un film de Villeneuve et il a mis ce que ce roman lui inspirait, lui, en tant que jeune lecteur. Donc effectivement, le fait est que toute la dimension ésotérique et psychédélique liée à l'épice est assez absente du film. On pourrait aussi évoquer les navigateurs de la Guilde, qui sont des humanoïdes batraciens qui vivent dans des cuves et qui aurait pu se révéler être un vrai terrain de mise en scène pour Villeneuve, lui qui filmait les heptapodes dans Premier Contact. Donc il a dû faire des choix, hein, ça fait quand même 800 pages, c'est 800 pages de dialogue, mais voilà, c'est quasiment toutes les apparitions du baron, même dans le premier film, le baron a 3-4 répliques, alors que dans le livre, il parle énormément. Les dialogues du livre sont réduits à leurs propos vraiment quintessentiels. C'est
C'est vraiment un signe. Il a voulu faire émerger l'image, le rêve, les formes, etc., comme tu disais, Simon. Et il y a autre chose, c'est que les formes en soi deviennent effectivement sa propre narration. On pense, tu évoquais les Bene Gesserit. Le fait, les Bene Gesserit, c'est un des gestes pour moi de pure mise en scène les plus forts dans Dune, c'est que c'est leur tenue qui évoque littéralement l'aspect monolithique, ces grandes tenues qui montent, qui sont très très cubique comme ça, qui évoque littéralement l'aspect monolithique des vaisseaux, des bâtiments, etc. Et donc, ça montre à quel point elles font partie du décor. Et donc, à quel point elles sont le décor, elles sont ce monde-là, et elles sont, du coup, les véritables antagonistes de la saga Dune. Et c'est ça qui est... Il fait émerger ce sentiment-là, non pas par des mots, mais par la mise en scène et par l'image. C'est ça le plus intéressant et le plus passionnant chez Villeneuve. Alors, Villeneuve dit une bonne science-fiction est bonne si elle nous renvoie un miroir sur le monde contemporain. Natacha Vestager, est-ce que ce diptyque Dune par Villeneuve est un miroir sur notre monde? Alors, oui, parce que déjà, le roman, de toute façon, de Frank Herbert était un regard sur le monde. Alors, je rappelle la genèse très, très simple de Dune. Donc, Frank Herbert, envoyé en tant que jeune journaliste faire un reportage, en fait, et écrire un article sur l'avancement des dunes dans l'Oregon, eh bien, a été complètement frappé par la désertification, en fait, de cet environnement-là. Et il raconte que, dans une interview, évidemment, que c'est ce qui lui a donné l'envie, en fait, d'écrire Dune et surtout de décrire l'écologie d'une planète, puisque je rappelle que Arrakis, qui était une planète en fait verte au départ, va devenir une planète totalement désertique, va développer l'épice, parce qu'on va introduire un animal qui au départ s'appelle une truite des sables et qui va se développer donc en vers géants, qui vont changer totalement effectivement le sous-sol géologique de la planète, faire disparaître la moindre trace d'eau et donc la moindre trace évidemment de végétation. Et donc pour Herbert en fait, et je pense que ça c'est quelque chose qu'on peut lire aussi dans le projet de Villeneuve, eh bien c'était écologie au sens le plus large possible, c'est-à-dire l'écologie d'une planète, effectivement l'environnement minéral, végétal, l'environnement humain, mais aussi tout le système économique. Et ça c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins prégnant dans les films de Villeneuve, parce que moi, je pense qu'il a dû quand même faire des choix. Et ce que vous disiez sur le fait que, effectivement, c'est le rêve de Villeneuve, ce film. Et c'est pas une adaptation ultra fidèle de Frank Herbert, pas du tout. C'est la transcription qu'il en a faite lui, comme Jodorowsky, dans les années 70, avait tenté de faire sa propre, finalement, vision donc de Dune, qui n'a bien sûr pas vu le jour, mais qui, comme vous le savez, a infusé dans la science-fiction internationale grâce au script donc, de Mobius, qui faisait plus de 1500 pages. Et donc, si vous voulez, Villeneuve, il a fait des choix. Et moi, j'ai trouvé que, notamment dans ce deuxième opus, il y avait deux éléments qui m'ont semblé absolument fondamentaux et qui parlent de notre monde. C'est la réflexion sur la religion, puisque dans Dune et dans le film, on a un monde, un univers qui est un livre-univers, pour reprendre un film-univers, en fait, pour reprendre, donc, pour paraphraser l'expression d'Herbert. Et donc, on a une vision, en fait, d'un pouvoir théocratique extrêmement fort. On a un monde saturé de religion, mais sans aucun dieu, en fait. Paul pourrait éventuellement ou pas prendre cette place d'un dieu, mais il ne serait qu'un dieu vivant, il n'y a pas de transcendance, il n'y a que de la religion, et une religion qui recherche absolument le pouvoir. Et donc, le deuxième point qui me semble très intéressant, c'est la place de ce pouvoir théocratique dans une société. Et la deuxième chose, c'est la corruption du pouvoir. On parle toujours, vous savez, on a toujours du mal avec les hommes et les femmes politiques en disant, mais en fait, ils perdent leur idéal. Et je trouve, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans ce deuxième opus, et qui est très intéressant, et même à travers le jeu des acteurs, notamment Zendaya, à travers ce personnage de Shani, et Jessica, évidemment, qui est la femme forte et la femme du pouvoir théocratique, eh bien, c'est cette réflexion sur la corruption du pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on choisit d'avoir du pouvoir, mais on sait que quelque part, on va y laisser des plumes et surtout qu'on va y laisser son âme. Et ça, c'est le parcours, sorte de récit initiatique de Paul Atreides dans ce deuxième film qui me semble absolument passionnant. Jérémy Aureau, on peut dire que Dune 2, c'est beaucoup plus profond en termes de thématique, que le 2 est un vrai crescendo du premier qui va aller plus en détail dans les thèmes abordés?
Oui, bah moi je pense que le premier c'était une belle cathédrale. Celui-là c'est la chapelle Sixtine, c'est-à-dire que c'est c'est un peu le film de SF absolu, quoi. C'est l'idée que Villeneuve se fait on va dire du roman dans sa vision la plus absolue, quoi. C'est-à-dire que c'est le genre de film où on se dit que ça pourrait être le dernier de son auteur. Ça y est, il a tout mis, il s'est lâché. C'est vraiment un film colossal, quoi. Donc par rapport au premier, qui est un peu plus, on va dire, sans que le premier a un peu plus peur de lui-même. C'est-à-dire c'est un film qui a été tourné avec le Covid. Je crois qu'ils ont interrompu le tournage pendant le Covid, ils l'ont repris, etc. C'est un film qui est sorti juste à la sortie novembre 2021. Ils ne savaient pas s'ils allaient faire un 2, donc c'était très très théorique. C'était... It's only the beginning, quoi. Ce que disait Zendaya à la fin du film, ça résume un peu le film un peu frileux par rapport à ce qu'il est vraiment et par rapport à sa capacité à faire un carton et à réunir les foules et ce que les gens veulent vraiment voir d'une, quoi. Et le 2, je pense que le fait qu'il puisse faire le 2 a été une véritable, on va dire, libération pour lui, et du coup là, il s'est surpassé, quoi. Simon Rio. Oui, et ben là pour moi, il me semble que le film marque quand même vraiment la fin d'un cycle chez Villeneuve, qui a poussé dans ses derniers retranchements, voilà, ce qui sont un peu ses principes de mise en scène, et notamment ce qui est pour moi un abandon en rase campagne de la dramaturgie. Et là, je pense qu'il va être obligé un petit peu de repenser ou de réfléchir à comment rééquilibrer tout ça, parce que moi, véritablement, je suis extrêmement étonné par énormément de choix, si tant est que ce soit des choix qu'opère le film, que ce soit la caractérisation des personnages. Alors, je mets de côté, effectivement, Dame Jessica, qui est interprétée par Rebecca Ferguson, et Zendaya, qui joue Shani, alors qui ont deux personnages thématiquement très intéressants, quand même tout ce qu'elles font est renvoyé aux ellipses du film, ce qui moi me pose un petit problème. Mais surtout, moi, ce que je constate, c'est que les antagonistes primaires, on va dire, les Harkonnen, sont quand même à peu près caractérisés comme dans Satanas et Diabolo. Les Bene Gesserit, bon, ce sont grosso modo des bigoudens diaboliques, et j'ai beaucoup de mal à comprendre comment se structure la première heure du film, où on commence, on va dire, un rite initiatique. On fait une ellipse, on ne le termine pas, pour arriver à la fin d'un autre. Et je trouve que tout ça, au lieu de créer un grand maelstrom ou une grande fluidité, finalement, me fait regarder une suite de papier peint très beau, très symétrique, parfois intensément brutaliste, mais dont j'ai beaucoup de mal à saisir véritablement ce qu'ils sont capables de me raconter. Le premier volet avait ébloui déjà par son aspect visuel et sonore. 6 Oscars en 2022, dont meilleure photographie, meilleur effet visuel, meilleur décor, meilleure musique de film. Natacha Vazder, là aussi, avec le Dune 2, ça redonne le goût quand même un peu jouissif pour un plaisir un peu plus fondamental de la SF qui a un peu tendance à disparaître des écrans. Oui, alors oui et non quand même, puisque les plus grandes productions hollywoodiennes, hein, je rappelle par exemple Avatar, hein, est un film de science-fiction, quoi qu'on pourrait peut-être parler de fantasy si on entrait un petit peu plus dans le débat, mais en réalité, je crois que ce film-là, enfin moi c'est ce que j'ai éprouvé, et je crois avoir senti ça aussi chez nombre de spectateurs quand je l'ai vu en avant-première. Beaucoup de gens sont restés debout à la fin et étaient profondément pris et émus donc par le film, parce que je crois que tout simplement ce film réactive ce qu'on appelle le sense of wonder, donc en science-fiction, c'est-à-dire cette espèce d'émerveillement total, absolu, pour tous les points, c'est-à-dire l'image, la musique, les concepts, le récit, malgré tout ce qu'on a dit évidemment Simon, mais je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une véritable magie qui s'opère, et tout l'art de Villeneuve, et là il a atteint quand même dans ce film-là, je trouve un point culminant, hein, tout à fait, c'est vraiment de réactiver ce sense of wonder, c'est-à-dire, et aussi de le renouveler, parce que c'est pas si évident que ça, beaucoup de films matriciels ont déjà vu le jour, et il faut en poser un nouveau, et ce film-là, je pense, Dune va poser effectivement nouvelles caractéristiques du film de science-fiction, très exigeant, un peu cérébral, un peu froid aussi peut-être, mais est-ce qu'il ne correspond pas non plus à la lecture du roman de Frank Herbert, d'autres science-fiction littéraires, je pense notamment à Bradbury par exemple, ou à des auteurs de ce type-là, hein, de l'âge d'or, à peu près pas
tout à fait la même génération que Frank Herbert, sont beaucoup plus axés sur l'humain. Et Frank Herbert, ce qui l'intéresse, c'était vraiment le politique, la question du pouvoir, la question de la religion. Et donc, on n'est pas vraiment, en fait, dans l'expression de l'émotion. Et c'est peut-être ça, en fait, que Villeneuve a aussi réussi à récupérer du roman de Frank Herbert. On est loin de Star Wars, ça c'est très clair, on est dans une science-fiction, je pense, exigeante, renouvelée, réécrite, et vraiment qui va utiliser à fond toutes les technologies, effectivement, des effets spéciaux. On arrive vers la fin de cette émission. Alors, la grande question, quelle sera la suite? Simon Rio, on n'a pas fini l'histoire de Paul, hein, et c'est certainement ce qu'on aura dans le 3. Alors, oui, on peut espérer un troisième épisode. Alors, le film n'est pas encore sorti aux États-Unis. Néanmoins, il faudra regarder un petit peu quelle carrière il va faire outre-Atlantique, parce que si le premier Dune a plutôt été un succès international et a plutôt été apprécié dans le monde, et a notamment très bien marché en France, où il a, je crois, amassé plus de 3 millions d'entrées, ce qui est énorme, étant donné en plus sa date de sortie, c'est-à-dire juste après la crise du Covid. Néanmoins, aux États-Unis, si ma mémoire est bonne, c'est un peu plus de 400 millions de dollars de recettes, ce qui pour un film qui avait un peu plus de 125 millions de... Dans le monde, c'est 400 millions. Dans le monde, c'est 400 millions. Voilà, donc le premier opus, c'est loin d'avoir été un carton plein en termes de box-office. Il faut voir maintenant si le deuxième arrive à faire mieux, ce qui n'est pas du tout impossible, hein, attention, et c'est tout ce que je lui souhaite. Mais on sait d'ores et déjà qu'a priori, il y aura un troisième opus, qu'il sera réalisé par Villeneuve. Attention, lui a d'ores et déjà annoncé qu'il voulait avoir la possibilité, en tout cas qu'il espérait pouvoir avoir un projet qui s'intercale un petit peu entre ces deux blockbusters, parce qu'il faut le dire, hein, c'est un travail monstrueux d'être responsable de la garantie de bonne fin de projets aussi énormes et phénoménaux. Donc on peut supposer qu'il ira peut-être vers un plus petit film. Il avait pour projet d'adapter Rendez-vous avec Rama d'Arthur C. Clarke, mais c'est pas forcément ce qu'on pourrait appeler un petit projet, étant donné que, voilà, étant donné que c'est énorme et que ça veut dire se confronter directement à Kubrick, parce que Arthur C. Clarke, c'est l'auteur de 2001. Donc voilà, je pense qu'il va peut-être pas se mettre tout de suite à Rendez-vous avec Rama, mais on peut lui souhaiter, même pour lui, pour sa santé mentale, de revenir le temps d'un projet plus modeste à quelque chose qui lui permette un peu, qu'il fasse un peu office de récréation. Oui, en effet, il a annoncé la volonté d'adapter ce roman culte, hein. C'est aussi une œuvre qui est considérée comme un classique de art science fiction. On parle quand même d'un roman qui met en scène un vaisseau, hein, qui vient en contact de la Terre, mais sur Terre, on ne sait rien de la volonté de ces extraterrestres. Ce roman, là encore, c'est plutôt anti-spectaculaire, qui n'a rien d'un projet hollywoodien. Oui, alors autant Dune est un roman extrêmement bavard et il en a fait quelque chose de très silencieux, autant moi quand je lis Rendez-vous avec Rama, je vois littéralement un film de Villeneuve se faire sous mes yeux. C'est-à-dire que quand on a vu Premier Contact, il a dit d'ailleurs que Rama c'est Premier Contact sous acide, je crois. C'est quelque chose où c'est un truc, c'est vraiment énorme. Donc je crois pas que ce soit effectivement hollywoodien dans le premier sens du terme, c'est-à-dire que là aussi il y a pas quelque chose, il y a pas de grandes scènes d'action, etc. Mais on parle quand même d'un vaisseau extraterrestre creux de 50 km de long qui débarque dans le système solaire. C'est littéralement un projet pour Villeneuve, lui qui aime les grands espaces, lui qui aime les grandes images, lui filmer un escalier qui fait 8 km de long, soit le rayon du cercle, du truc, enfin voilà, le mathématicien, décorateur, architecte qu'il est, c'est littéralement un projet pour lui. Donc, effectivement, c'est énorme. Donc, s'il dit qu'il veut faire quelque chose de plus petit avant Dune Messia, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. Il a dit aussi qu'il voulait faire Cléopâtre. Donc là aussi, Cléopâtre, on se souvient, on se souvient, moi je m'en souviens pas, mais le film de 62, qui est un des films avec le plus de figurants, enfin un Cléopâtre aussi, c'est énorme à faire. Donc soit il veut faire un petit film, soit il veut faire Cléopâtre ou Rama avant Dune Messia. Je vous rappelle que Dune Messia, ça se passe quelques années après le premier roman Dune, donc voilà. On ne sait pas ce qu'il va faire. On verra en effet si après s'être frotté à Lynch, Ridley Scott, est-ce qu'il se frottera Kubrick avec Rendez-vous avec Rama. Merci à vous trois. Un tout petit mot avant de passer à la chronique avec Science, un petit mot pour annoncer que le festival de Natacha Vazder, le festival Hypermonde à Mérignac en septembre cette année, le thème, ce sera les planètes. Merci. On retrouve Alexandra Delbo pour la chronique avec Science.